Et Laura Severin, on est ravi que tu aies accepté l'invitation de l'incubateur d'initiatives citoyennes pour réfléchir aux conflits de normes dans notre société, en prendre conscience et bien le comprendre pour envisager de fabriquer du commun au service d'une belle idée, celle de notre communauté nationale. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es, en précisant ton rapport à Vaux-en-Velin? Alors, je me présente, je m'appelle Elora, j'ai 27 ans, je suis créatrice de contenu et mon rapport à Vaux-en-Velin, je suis née à Vaux-en-Velin, j'ai grandi à Vaux-en-Velin et puis là, je suis revenue à Vaux-en-Velin il y a maintenant 2 ans et j'ai toujours été à l'aise du fait de venir de Vaud parce que je pense que vraiment, être vaudaise, c'est, je sais pas, c'est un état d'esprit, c'est une identité à part entière. Je pense que, déjà, enfin, à partir de mon plus grand jeune âge, j'ai déjà été confrontée sur le fait que je venais de Vaud. Mais moi, je me rendais pas compte que c'était une identité super forte déjà, à Lyon, en fait. Parce que je fais de la danse depuis, très, très longtemps et du coup, au collège, je traînais beaucoup à l'opéra pour m'entraîner avec mes copines et mes copains, enfin mes amis et tout le monde venait de Lyon, de la ville. Et en fait, tout le monde pensait que j'étais de Lyon, mais une fois que je disais que non, je viens de Vaud, je sentais que, leur regard, vis-à-vis de moi changeait parce que, il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de on-dit, beaucoup de jugements et puis, en fait, vu que d'apparence, je venais pas de Vaud dans le sens où, je fais de la danse, peut-être comment je m'habillais, comment je parlais, je sentais qu'en fait, que ça soit à Vaud, des fois, je me sentais pas, comme tout le monde parce que, je sais pas, je faisais de la musique, j'étais en classe, cham, au collège Barbus. Donc du coup, c'était un peu la classe des intellos, mais d'un côté, je dansais, du coup, c'était un peu, c'est une fille de la ville, enfin, voilà. Je pense qu'on peut, se poser la question de, une fille de Vaud, est-ce que tu as des grands frères? Meuf à couteau, meuf de Vaud et en plus, généralement, je me suis beaucoup réapproprié tout ça. J'en jouais, en fait. Je disais: «Ah, mais en fait, c'est» on va dire, je pense que des fois, on alimente ces idéaux et du coup, moi, c'était pas mon cas, mais peut-être que certaines personnes vont se sentir obligées de, par exemple, hem, répondre à ces clichés et être en mode, «Ouais, je suis une meuf de veau, meuf à couteau», enfin, je sais pas, genre des trucs comme ça et tout. Mais moi, personnellement, j'avais pas forcément besoin de le faire et c'est vrai qu'en fait, par exemple, le cliché de: «Oui, tu viens de Vaud, ça doit être compliqué, comment tu dois t'habiller?» et cetera. En fait, de ma maternelle, parce qu'en plus, vraiment, je suis née, à la clinique de l'Union, donc vraiment, je suis née à Vaud, quoi. De ma maternelle à mon lycée, parce que j'étais à Douaneau, j'ai jamais été confrontée à ça. Personne n'a parlé sur ma manière de m'habiller. Enfin, après oui, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la religion. Moi, ma famille est de confession musulmane, mais j'ai, mes 2 parents qui ont pas du tout la même religion. Donc du coup, il y a ce rapport, qui est en fait, dès l'enfance, moi, j'ai grandi dans un espace, on va dire très ouvert d'esprit et très, mes parents étaient hyper tolérants. Enfin, il y a pas forcément j'ai pas forcément eu ce poids de la culture au niveau de comment je m'habillais ou qu'est-ce que je devais faire ou ce que je devais pas faire et puis aussi, ce rapport, à une femme dans la société. Mais là, maintenant, je le vis beaucoup plus, vieille. Enfin, maintenant, j'ai 27 ans. Je pense le premier élément, c'était quand je suis allée en BTS et du coup, c'était au lycée La Martinière-du-Cher et là, j'arrive dans une classe où, on est 2 seuls noirs. Donc ma meilleure amie encore aujourd'hui, qui s'appelle Boushrati Youssoufa, c'est important de le dire et moi je m'appelle Elora Séverin. Ma meilleure amie était voilée, on n'avait pas du tout les mêmes traits. C'est vrai qu'on se ressemblait un peu parce que bon après j'ai des origines aussi comoriennes, donc mes 2 parents sont malgaches mais des métissages, différents et en fait, par exemple, c'était des trucs bêtes mais nos professeurs nous confondaient. Je m'appelle Elora Séverin, elle s'appelle Boushrati Youssoufa, enfin et on est complètement différentes, physiquement et puis, en fait, dès la rentrée,
je suis arrivée dans ma classe et donc je suis arrivée en cours d'année et il y a un garçon qui m'a dit, bah, du coup, blanc, bah, faut lui dire, cis, hétéro, blanc, enfin, il m'a dit, «Tu sais twerker?» Et là, je me suis retournée, je me suis dit: «Ouais, c'est quoi ce délire?» Et en fait, pendant toute l'année, en fait, ça a été des remarques, je sais pas, on regardait un reportage sur, des filles de banlieue. Mais je trouve qu'en fait, ce reportage était mal fait parce que ça se voyait qu'ils avaient interviewé enfin après j'ai pas de je juge pas, mais ils avaient interviewé peut-être des classes, par exemple de SECPA et cetera, dans des banlieues, à Marseille et en fait, c'était, bah, des filles qui arrivaient pas bien à s'exprimer ou enfin, un peu sorties du contexte et à la fin du reportage, il y a encore un autre garçon de ma classe qui m'a dit: «Mais en fait, toi, ça va, Elora, pour une noire et une fille de banlieue, ça va, tu t'exprimes bien». Et en fait, je pense que c'est vraiment à ce moment-là, j'ai dit: «Ah ouais, en fait, je suis noire et je viens de Vaud, en fait». Parce que pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, bah, en vrai, je faisais ma vie, enfin, donc j'étais à la MJC de Vaux-en-Velin pendant très, très longtemps. Après, au collège, j'étais en classe horaire aménagée musique, donc voilà, c'était une belle initiative, je pense et je faisais partie d'une association à l'époque qui s'appelle, FEDEVO, donc à Vaud et du coup qui fédérait un peu les cultures urbaines, au sein de la ville de Vaux-en-Velin, mais outre aussi, on préparait des spectacles pour des fêtes de quartier ou des, ou des événements un peu, des concours, un peu partout, dans Lyon. Et puis, ouais, après j'ai fait partie d'une compagnie aussi vaudaise, donc par, Meissa Barouche, hem, qui était en plus référente, danse hip-hop, à la Maison de la Danse. Donc pendant, ouais, toute mon année, de lycée et plus tard. Donc en fait, vraiment, je pense que ce qui a rythmé un peu ma vie de jeune femme, c'est beaucoup la danse. Et puis après, un peu plus tard, bah, c'est la création de contenu. J'ai commencé avec du contenu un peu, tout ce qui était tutoriel, cheveux et cetera. J'ai un podcast qui s'appelle, «Et si on s'inspirait?» Et en fait, de base, c'était pas du tout un podcast. C'était un projet que j'ai eu, quand j'étais en service civique, donc au sein de l'UFOLEP. C'était par rapport, au fait de l'entrée du breakdance, aux JO 2024. Donc on a eu, vraiment, on a beaucoup travaillé, bah, aux écoles, primaires de Vaux-en-Velin. On était, au centre, social de Péry et en fait, j'ai fait la rencontre justement de 2 copines à moi qui s'appellent, Eva et Clélia et en fait, c'est vraiment Clélia qui m'a poussée à créer, enfin, j'ai eu l'idée, en fait, je me suis dit: en fait, quand on dit que quelqu'un qui est inspirant, on pense tout le temps à une personne, je sais pas, millionnaire, enfin, une grande star et cetera, enfin, entrepreneur, et moi, je me suis dit: «Mais en fait, les gens autour de moi sont inspirants». Genre, que ça soit ma meilleure amie qui est femme au foyer, ma copine Clélia qui est entrepreneure. J'ai d'autres copines aussi comme, Diana Hélin, qui est fondatrice d'une marque, de produits capillaires qui s'appelle les Ateliers Crépus. Donc en fait, je me disais, en fait, autour de moi, j'ai des personnes inspirantes et donc j'ai envie de les mettre en valeur et du coup, ça a commencé par une série d'interviews qu'au début, enfin, c'était vraiment juste un projet, pour moi. J'ai commencé à poster ça sur TikTok et sur Instagram et puis, en fait, c'est vraiment ma copine qui m'a dit: «Mais en fait, c'est un projet de fou et tout, faut vraiment que tu le montes, que tu y crois», genre et puis, bah, c'est de là que j'ai commencé à elle a commencé à m'apprendre à qu'est-ce que c'était une charte graphique et puis après, moi, j'écoutais déjà beaucoup de podcasts et donc en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en faire un format podcast?» Enfin, j'ai été intervenante danse pendant des années et là, je fais encore des petites, des petits remplacements à la médiathèque de Vaux-en-Velin et sinon, voilà. Quels sont tes ancrages? Famille, culture, religion, amis? Quelles valeurs t'ont été transmises? Comment tu t'es construite? Moi, quand j'étais petite, dans ma famille, je voyais pas «le problème» entre guillemets. Je pense qu'il y a enfin, du coup, ça nous a beaucoup inculqué, des valeurs comme, la tolérance. Enfin,
Autant, j'avais de la famille catholique, protestante, autant j'étais dans la majorité de ma famille est musulmane et du coup déjà, moi je pense que dès petite, j'avais vraiment une ouverture d'esprit. Mais d'un autre côté, je pense que le fait d'avoir été à Vaux-en-Velin, c'est ce qui m'a permis de justement construire mon éducation religieuse parce que, mes parents n'étaient pas forcément pratiquants et le fait d'avoir 2 parents de 2 religions différentes, c'est compliqué de faire un choix, on va dire et comme en fait, toutes mes copines étaient musulmanes, ma sœur est très pratiquante et cetera donc en fait, tout s'est fait naturellement et donc en fait, on avait tous les mêmes valeurs et un peu, on se enfin, voilà quoi, des membres de ma famille qui sont pas forcément musulmanes et qui respectaient, qui respectaient notre mois du ramadan, qui même, étaient amenés à jeûner des fois avec nous ou à partager le repas de coupure ou juste au niveau de l'entraide, je pense que mes parents, c'est 2 personnes qui sont généralement hyper généreuses, qui n'hésitent pas à mon père n'hésite pas à aller faire des travaux chez les voisines, ma mère, elle n'hésite pas c'est des trucs simples, mais donner de la farine, du sucre quand il en manque, ou faire, ou s'échanger des plats, tout au long de l'année, quoi. Après moi, je parle de façon plus large. Je viens d'une île qui est déjà assez très, cosmopolite, même au niveau des religions et des origines. On est beaucoup métissés, même, là, je parle de par rapport à Madagascar, mais je pense aussi à des îles comme, l'île de la Réunion, qui est française et qui là-bas, en fait, que tu sois, je sais pas si on dit hindouiste? Que tu partes c'est ça, la religion, Oui. que tu sois hindouiste ou musulman ou chrétien, en fait, c'est des personnes qui vivent, ensemble et il y a pas du tout de soucis. Même, je pense que j'ai beaucoup de copines qui ont les mêmes origines que moi et en fait, on a l'habitude d'avoir dans notre famille des personnes de religions différentes et que ça pose pas de problème, quoi. Est-ce qu'il y a des moments clés, une sorte de bascule où tu as pris conscience de divergences de valeurs, et que choisis-tu de nous confier? Si je peux reprendre par exemple, l'exemple j'ai parlé beaucoup de garçons de ma classe, mais j'ai aussi eu des remarques de professeurs. Hem, Justement qui me demandaient en fait: «Toi ça va? Est-ce que dans ton lycée» en fait moi je trouvais qu'il y avait vraiment un fantasme autour de Vaux-en-Velin, déjà et du fait de: «Ça va, toi au lycée, à Doisneau, tu pouvais t'habiller comme tu voulais, tu te sentais pas jugée». Puis en fait devant toute ma classe, moi j'étais juste, gênée et en fait moi je m'étais jamais posé la question. Ou même, je reprends l'exemple de mon maître de stage qui me disait, «Tu pas mal à l'aise de rentrer, devant ton bloc, avec les garçons qui traînent devant et cetera». Puis en fait, moi, j'étais en mode: «Mais déjà les garçons qui traînent, je sais pas, c'est des garçons avec qui j'étais au collège, c'est des gens qui me connaissent, puis en fait, ils s'en fichent, genre chacun fait sa vie, quoi». Donc vraiment là, c'est là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de fantasme autour d'une fille, surtout une fille, une femme, je pense, issue de minorité, même de me dire des choses, par exemple: «Toi, tu auras pas de problème dans la vie parce que tu es jolie, mais juste, tu pourras avoir un problème si tu tombes sur quelqu'un de raciste». Puis en fait, au tout début, je pense que quand j'avais 18-19 ans, je me rendais pas forcément compte de tout ça parce que, à vous, en fait, même dans notre classe, on était déjà assez mélangés. Puis il y avait pas forcément de problème au niveau de «racisme» entre guillemets. Mais c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit: «Ah OK, donc c'est ça la vie, en fait, c'est ça être, une femme noire, en France, en fait». Mais par contre, j'ai eu le contraire, parce que là, je parle vraiment de Lyon. Mais moi, j'ai habité à Paris pendant très longtemps, pendant plusieurs années pour mes études et puis aussi, j'y ai travaillé et là, par contre, c'est complètement différent. Autant, par exemple, je sais pas, moi, je travaille dans l'univers du luxe, du coup, plus de 50 de mes collègues étaient chinois ou sinon j'avais des collègues russes, des collègues, des collègues, arabes justement, qui venaient de d'ara enfin,
arabe, genre, pas maghrébin et du coup, en fait, enfin, c'est là où je me suis dit: «Ah mais en fait, même on me donnait ma chance». Parce que j'avais pas cette étiquette de: «Je viens de Vaud et je suis noire». Là, c'est comme si je reprenais à zéro, mais sauf que même au sein de Paris, quand on savait que je venais pas de Paris de base et que je venais de Lyon et je disais que je venais de Lyon: «Est-ce que tu viens de Lyon même ou d'autre part?» Et je disais: «Vaux-en-Velin». Ben non, directement, même là, le regard changeait, même quand j'étais à Paris. Je pense que c'était des on-dit. Par exemple, je sais pas, je connaissais une fille, elle venait de Lyon 8e et elle venait de s'entraîner dans notre salle à Vaud et au début, quand elle disait qu'elle allait aller à Vaud pour, danser, on lui disait: «Ouais, à Vaud, ça traîne avec les pieds nus». Enfin, je pense que déjà c'était un peu je pense que c'était déjà un peu on va dire, je pense qu'il y a des genres de je sais pas, des contes, enfin, je sais pas, un univers un peu, voilà. Après pour les médias, je pense que, bah, il y a eu des moments phares. Bah, je pense aux émeutes. Bon après moi j'étais pas née, donc du coup j'ai pas connu, cette époque-là. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que dans les médias, on parle de Vaux-en-Velin, enfin à partir du moment où il se passe des choses un peu négatives, mais quelles étaient les causes de ces émeutes-là? Pourquoi, en fait, on a été amenés à exprimer notre colère, même si c'était pas de la bonne façon, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ou même, récemment, je vais parler de l'incendie qui s'est passé, au, c'est, Reverche non, Chemin des Barques. au chemin des Barques, où là, en fait, au lieu de parler de l'incendie, bah, directement, on va dire: «Oui, c'est à cause des» enfin et en plus, je pense que, bah, les médias ont beaucoup appuyé sur la cause des qui pouvait être, justement, criminelle et quelle était la cause, mais pas forcément des dégâts, en fait. Enfin, je pense que justement, vu que les médias, ils ont pas envie de le faire, bah, là, on a de la chance d'être dans une ère où, bah, par exemple, avec les réseaux sociaux, ben, maintenant, on peut être représenté parce qu'on n'a plus besoin de qu'on nous donne la voix et c'est à nous de donner la voix. Donc justement, c'est aux personnes, justement, qui font des choses un peu, on va dire, positifs, d'y aller sans attendre qu'on nous donne la parole, en fait. C'est à nous en tant que et c'est pour ça que j'ai toujours été attachée sur le fait d'assumer et c'est en fait, je trouve ça triste de dire que je me dois d'assumer de venir de Vaud et de Lyon, par exemple, parce que je pense que sur Paris, j'aurais pu, totalement, m'inventer une vie ou pas forcément, appuyer sur le fait de venir de Vaud et moi, c'était vraiment important d'appuyer sur ça pour dire, en fait, «J'existe, en fait et il y a des personnes comme moi à Vaud» et puis en fait, on est pareil, parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y avait qu'on devait avoir, des normes, différentes en France. Du coup, c'est pour ça que je pense que je me suis pas posé la question du conflit de normes, parce que pour moi, la norme pour moi n'existe pas. Être normal, c'est quoi en fait? On a tous des différences et on doit juste s'accepter avec ces différences et vivre ensemble avec. Puis en plus, je trouve, bah, justement, d'où mon projet, et si on s'inspirait, pour moi, je trouve qu'on doit s'inspirer les uns les autres et prendre de ce qu'on a et puis se construire nous-mêmes notre identité, plutôt que se dire qu'il y a une norme et qu'on doit tous rentrer dans ce moule-là. Du coup, en fait, je pensais pas qu'il devait avoir une norme déjà en étant noire et venant de banlieue et une norme si j'avais habité, je sais pas, à Lyon 6e, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'a vraiment, posé des questions. Mais après, je sais qu'il peut y avoir des différences d'éducation. Mais par exemple, comment moi j'ai pu être éduquée? Bah, je sais pas, ma copine Eva qui est française, ben, elle a exactement les mêmes valeurs que moi et pourtant on n'a pas vécu dans le même, environnement et puis en fait, on se retrouve dans plein de valeurs, quoi. Discutons maintenant du conflit de normes. Et si on fabriquait une boussole pour identifier les clivages qui abîment l'horizon de ce que pourrait être une France en entier? Commençons par la laïcité. Elle protège ou elle exclut? J'ai l'impression que la France a sa propre définition de la laïcité
Et puis après, bon, moi, je suis pas experte dans ce sujet-là, mais en voyageant, par exemple, tu peux voir comme dans des pays comme l'Angleterre, qui est juste à côté de la France, qui justement est un pays laïque, mais on voit que, en fait, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, la France est à des années-lumière de ces pays-là. Et que je trouve ça dommage, en fait, en tant que pays occidentaux, parce que maintenant, c'est fait, en fait. On est tous là, on est tous dans ce pays-là, avec nos différences, mais du coup, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un instrument pour nous diviser encore plus, plutôt que justement, faire en sorte qu'on vive, ensemble, quoi. Parce que déjà, en fait, en vrai, la définition de laïcité, c'est quoi? Normalement, c'est juste, qu'on sépare la religion de l'État, parce que de base, la France était un État catholique, mais c'est pas forcément, supprimer tous les signes, distinctifs, et puis, surtout, cette espèce de chasse à la sorcière, faut se le dire. Et en fait, bah, faut dire les termes, mais surtout, la religion première qui est visée, c'est l'islam, et les autres religions, pas forcément, quoi. Ou juste, on va pas forcément en parler. Et l'abaya. Mais déjà, l'abaya n'est pas musulman, déjà, dans un premier temps. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est un peu. Après, j'ai l'impression que déjà, dans un premier temps, tout est visé. J'ai l'impression qu'il y a un peu une pyramide. Et puis, il y a les hommes blancs, les femmes blanches. Et puis après, enfin, les hommes, bah, du coup, de minorités racisées. Et puis après, bah, les femmes en tout dernier. Et du coup, bah, que ça soit l'abaya, bah, on peut pointer du doigt l'abaya, mais on pointe aussi du doigt, je sais pas, le fait de porter un décolleté ou porter un short. Et on va pas forcément pointer un homme par rapport à comment il va s'habiller. Donc du coup, enfin, bah, moi, je trouvais qu'il y avait quand même d'autres sujets beaucoup plus importants à pointer du doigt qu'une abaya. Et surtout, bah, je sais pas, je pense à l'harcèlement scolaire, par exemple, ou même, au niveau de. Bah, moi, je me rends compte qu'en ayant fait toute ma scolarité, ma majorité de ma scolarité à Vanvelin, que j'ai pas eu forcément les mêmes chances qu'une personne, de centre-ville, par exemple. Et donc du coup, bah, comment pallier à tout ça, ou même au manque, je sais pas, d'effectifs au niveau des professeurs, ou même là, c'est un peu enfin, c'est un peu ma réflexion du moment, c'est mon parcours scolaire, comment il influence ma vie, et comment le système scolaire français, on va dire, conditionne un peu, ton chemin de vie, alors que, ben, on te demande à 16-18 ans de choisir, ton métier, ce que tu vas faire de toute ta vie. Et justement, bah, moi, je pense que c'est des trucs comme ça sur lesquels on devrait, bah, se concentrer, plutôt qu'une robe longue, tout simplement. Non, mais faut se le dire, c'est juste une robe longue. Donc en fait, pourquoi, si je mets juste une jupe longue, on me dit rien, mais juste parce que c'est une abaya, ben, on va commencer à me casser la tête, au bout d'un moment. Liberté, égalité, fraternité. Pour tout le monde? À travers l'abaya, par exemple, liberté, liberté, égalité, ben, je trouve qu'on n'y est pas du tout. Enfin, on n'est pas égaux. Enfin, pour moi, l'abaya, déjà, bah, vu que on va dire que c'est à connotation, arabe, bah, pour moi, c'est du racisme, on va dire un peu, ouais, enfin, décomplexé, tout simplement. Parce que, je sais pas, après, je sais pas, hein. Peut-être après, je mets des jugements, mais peut-être que si ça avait été, je sais plus comment elle s'appelle, je sais pas, il y a des robes traditionnelles, un peu, je sais pas si c'est chinoise ou asiatique, mais je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais genre, je sais pas, si elles avaient été longues et c'était à la mode, par exemple, ben, est-ce qu'on aurait jugé ça? Je trouve qu'il y a une certaine maladresse et méconnaissance, mais moi, je suis d'avis de se dire qu'au bout d'un moment, on est en 2025, et que je trouve ça dommage que, bah, surtout quand je vois des jeunes de mon âge, par exemple, des fois avoir, des maladresses, mais personnellement, ben,
En fait, j'arrive même plus à me dire, «Ah mais c'est pas grave, c'est parce qu'il sait pas». En fait, c'est bon, au bout d'un moment, on a internet, on est en France, tu pas dans un pays enfin, dans un village reculé où tu jamais vu un noir ou un arabe. Au bout d'un moment, enfin, faut faire un effort. Je trouve qu'il faut faire un effort, faut s'ouvrir et comme on est tous, un peu, on va dire, dans nos coins, bah, je trouve que les personnes du haut profitent de ça pour, un peu endoctriner un peu plus et même les médias aussi, alimenter un peu, tout ce fantasme, autour de puis même, les médias, mais on peut parler aussi des films. Enfin, la représentation des personnes, racisées, c'est toujours la même et peu importe l'origine, que ce soit asiatique, noir, arabe, on a toujours les mêmes rôles. Et puis, en fait, tout ça, en fait, on s'alimente tous ensemble, alors que maintenant, je trouve qu'on a les moyens. Enfin, c'est plus comme avant où on avait que la télé ou que le cinéma pour, communiquer. Maintenant, je sais pas, enfin, ouais, on a internet, donc La citoyenneté entre le droit de vote et une manière d'être? mais déjà être citoyen, c'est pas de participer à la vie, collective, enfin, de la citoyenneté, dans tous les jours. Ben, je pense déjà, outre déjà le fait de parler de comment tu t'habilles, quelle religion tu es, mais je sais pas, il y a des autres questions un peu plus importantes, on va dire, comme, je sais pas, l'écologie, hein. Enfin, pour moi, être un bon citoyen, dans la rue, tu ouvres un papier, tu le prends, tu le jettes à la poubelle, ben, je participe à la vie de la citoyenneté. Pas forcément que voter, mais c'est aussi participer dans la vie de tous les jours au vivre ensemble, enfin, on est là, en fait, on est tous dans le même pays, donc du coup, juste, puis en fait, déjà, je trouve ça dommage, enfin, OK, il y a le droit de vote et cetera par rapport à la nationalité française et cetera, mais il y a des personnes qui vivent en France et qui participent justement à l'économie française, qui travaillent, qui tous les jours travaillent, qui ouais, qui et puis en plus, généralement, font pas les métiers les plus sympas, quoi. Et en fait, ils sont aussi citoyens pour moi parce qu'ils vivent ici et voilà, enfin et puis, en fait, outre ça, enfin, je trouve qu'il y a quand même ce truc de pourquoi quand on part en France, on est immigré, on va dire, mais pourquoi quand c'est des Français qui partent, je sais pas, au Canada, bah, ils sont expats, on va dire, alors que c'est exactement le même principe, c'est juste que tu vas travailler dans un pays qui n'est pas «le tien» entre guillemets et que tu as pas la nationalité de ce pays-là, enfin, je trouve qu'il y a pas de différence et puis, Les programmes scolaires, l'opportunisme d'un récit ou la pluralité des points de vue? déjà, avant de revoir les programmes scolaires, je pense qu'il y a quand même un travail de on va dire, acceptation ou, enfin assumer déjà ce qui s'est passé. Je pense un peu quand même à l'esclavage et tout ce qui est, par rapport aux colonies enfin ouais, aux colonies françaises et que je pense qu'il y a un devoir de je sais pas, respecter ou on va dire être reconnaissant de ce que les pays africains ou autres ont pu faire pour la France et puis après, bah, du coup, oui, dans le manuel d'histoire, oui, je pense qu'il y a des choses à changer quand même. Je pense que c'est quand même dommage que en fait, je trouve que l'histoire qu'on apprend à l'école est quand même beaucoup centrée et quand même dirigée pour, je sais Les pas si ça aspects. serait normalisé. Après, je me rappelle plus exactement c'était quoi les, hem, les programmes, mais je sais que c'est que maintenant que je me rends compte un peu de ce qui s'est passé et je trouve ça dommage qu'on l'apprend pas, quoi, enfin. Puis je pense que c'est ça qui ferait en sorte qu'on comprenne déjà, par exemple, au lieu de dire, «Ouais, retournez dans votre pays» et cetera, mais en fait, nous, on n'a pas choisi d'être là, entre guillemets, enfin, mes parents, est-ce qu'ils ont choisi? Enfin, en gros, je pense que c'est quand même une conséquence de l'histoire, le fait qu'on soit tous ici aujourd'hui. Tous quand je dis, bah, oui, une personne, racisée qu'on se retrouve en France, finalement, en fait, généralement, on l'a pas forcément choisi. On s'est pas levé, au bout et au contraire, c'est parce qu'on nous a envahis et puis parce qu'aussi on a aidé la France qu'on est ici, en fait. Donc voilà et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui je sais pas s'ils sont dans le déni ou quoi, mais qui arrivent pas à se dire que
il y a une histoire, en fait, derrière tout ça. Et la vérité? Bah, je pense qu'elle doit être repensée, mais à plusieurs, parce que moi, là, j'ai l'impression que c'est comme quand 2 personnes s'embrouillent, on a juste, le point de vue de la première personne et puis, en fait, il manque, l'autre côté, je trouve et du coup, ou, en fait, finalement, eux, ils savent très bien ce qu'ils ont fait, mais ils préfèrent taire et puis, bah, c'est toujours plus facile de de se faire passer pour un héros plutôt qu'assumer que enfin, moi, ça m'a frappée, bah, je suis allée récemment au Canada et j'ai vu que, par exemple, par rapport aux peuples autochtones, qu'il y a eu quand même un véritable enfin, normalement, on devrait même pas les applaudir pour ça, mais il y a quand même un véritable travail de reconnaissance que, qu'il s'est passé des génocides et que enfin, c'est très grave là, même qu'il y a quand même encore des incidences là sur leur, heu, sur leur développement même, en tant que jeunes autochtones, par exemple, je sais pas, les taux de suicide hyper importants là-bas. Puis moi, ça m'a vraiment frappée parce que dès que tu montes dans l'avion, ben, par exemple, ils vont montrer des paysages du Canada, ben, il y a une petite phrase qui dit, «Le Canada reconnaît, le génocide, du peuple autochtone». Donc du coup, je trouve que, bah, on devrait faire exactement la même chose en France, quoi. Récemment, le président a dit il devrait nous remercier ou enfin un truc comme ça, genre et bah, je trouve ça quand même assez culotté de sa part de dire ça. Puis en fait, c'est comme si, je sais pas, enfin, je sais pas si c'est fait exprès, enfin, j'ai envie de croire que c'est fait exprès ou qu'il se donne un genre, enfin, je sais pas. Est-ce que le concept de citoyenneté religieuse, qui a été réfléchi par un Vaudet, Kassim Ben Yahya, pourrait être un levier pour dépasser le conflit de normes? Est-ce que le marché du ramadan à Vaux-en-Velin est un entre-soi communautaire ou une occasion de fraternité entre les cultures? Mais c'est vrai que, bah, à Vaud, par exemple, il y a le marché du ramadan, mais enfin, après, en fait, pour moi, c'est «normal» entre guillemets, du coup, j'ai jamais vraiment c'est logique, on est dans une ville où il y a une majorité de musulmans, bah, c'est normal que et ça dérange pas non plus bah, l'islam est un peu au cœur de la vie de tous les jours parce que ta religion doit guider normalement, tes ta ouais, tes tout enfin ta vie, quoi. Du coup, moi je vois pas, mais après, en fait, moi je trouve que c'est quand même assez hypocrite de faire ça parce que, par exemple, bah, les marchés de Noël, j'ai fait les marchés de Noël là en Alsace, il y a aucun problème. Donc voilà quoi. Enfin, quand des grandes enseignes comme Auchan, Carrefour, nous ramassent, ne le petit, je sais pas là, ils font des trucs, les chaque année là, ils font, des promotions du ramadan et cetera. Là, il y a pas de souci. Mais là, juste qu'il y a un marché du ramadan, à Vaud, bah, en fait, en plus ça profite à tout le monde. C'est super, et justement, c'est trop bien. Genre, je sais que l'année dernière, il y a eu des stands un peu de cuisine du monde et tout. Genre, il y avait pas forcément que, enfin, voilà quoi, enfin et enfin, déjà la nourriture rapproche et juste de découvrir, d'autres mets, bah, c'est intéressant, enfin, c'est enrichissant. Puis c'est une chance de se dire que dans le même pays, on peut avoir autant de diversité et autant de ouais, en fait, on tu pas besoin d'aller voyager, en fait, tout simplement. Donc c'est trop bien. Nous y voilà, la fabrique du commun. Trouver les points communs pour se conjuguer. Qu'est-ce qui pourrait permettre à notre pays d'avancer vers une société qui prendra en compte toute la richesse de la diversité des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui en France? Comment faire pour alimenter le projet de notre communauté nationale? Mais déjà, en fait, je pense que c'est s'éveiller et s'éduquer, en fait, je pense dès l'enfance, justement. Enfin, après, c'est triste d'en arriver à là, mais vraiment s'éduquer et de se dire et déjà de se rendre compte que finalement juste, on a les mêmes valeurs. On est censé avoir les mêmes valeurs, que ce soit le respect, l'entraide, la solidarité et cetera. Mais en fait,
on est déjà humains, donc en fait, on est déjà semblables tous ensemble. Et puis en fait, arrêter de faire cette séparation. Et je trouve ça trop dommage de se dire qu'on va devoir faire un projet tous ensemble, se tenir la main, créer une chanson, je sais pas, enfin, juste, ouais, s'éduquer. Mais là, un projet, je je sais pas, enfin, je sais pas si je suis fataliste, mais je me dis que c'est quand même, à partir d'un certain âge, enfin, c'est un peu une responsabilité un peu personnelle voilà, de s'intéresser à plus haut que enfin, plus loin que son bout du nez et de se dire que voilà, on prendre conscience de d'où on habite et qui est-ce qui nous entoure, peu importe la croyance, peu importe son origine. Je trouve ça trop dommage qu'en 2025 encore on arrive à ce point-là, quoi. Même des fois, c'est des trucs bêtes, hein, je sais pas, quand par exemple tu vas aller voir un de voir par exemple des jeunes suivre par exemple, des figures, du FN sur, Instagram, bah, je trouve ça trop dommage en fait. Parce que là, cette fois-ci, je trouve qu'on a quand même accès à l'information et puis voilà. Donc c'est pour ça que là, tu te demandes, et même quand on a bah, par exemple ce que Macron a dit, bah et ça a matière à être un peu fataliste parce qu'on se dit, finalement on avait «espoir» entre guillemets et puis on a l'impression de recommencer à chaque fois le la même boucle, quoi. Enfin, je pense qu'on est beaucoup, à se poser la question, «Est-ce qu'on a encore notre place ici, en fait, finalement?» Puis je pensais pas, en fait, un jour, me retrouver à me poser cette question-là. Après bon, j'ai pas encore «trouvé» entre guillemets la destination et c'est pour ça, justement, j'ai testé un peu le Canada et cetera. Mais bon, après je me suis rendu compte que de toute façon, dans tous les pays occidentaux, c'est un peu la même merde, hein, faut se le dire. Du coup, je me suis un peu rendu compte de tout ça, mais du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit retourner en Afrique ou enfin, ouais. Moi, bah, je pense que de toute façon, peu importe où tu vas être dans le monde, à partir du moment où tu es bien entouré, donc moi, maintenant, je tends à être entourée de personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes positions que moi, qui pensent comme moi. Donc finalement, c'est pour ça que, généralement, je suis un peu dans ma petite bulle et que je me rends pas forcément compte, entre guillemets, enfin, que je suis enfin, j'essaie de me protéger et d'être le moins confrontée à justement à ce genre enfin, que ce soit des jugements discriminatoires ou même des remarques en fait, même dans le monde du travail et cetera. Parce que j'essaye un minimum un peu trier un peu avec qui je traîne. Donc du coup avec ces personnes-là, oui, j'aimerais être heureuse et du coup, je sais pas, peut-être faut être riche et acheter une île et puis mettre juste toutes ses personnes préférées dans l'île, puis vivre tous ensemble, je sais pas. On a les moyens, on a la richesse, que ce soit culturelle ou ouais, de diversité et cetera pour être heureux ici. Mais là, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on tend le bâton aux mauvaises personnes. Même, tout ce qui est, je sais pas, je prends un exemple simple, bête, mais tout ce qui est sécurité sociale et cetera, on va tendre le bâton, aux personnes, les plus démunies, enfin, même, on va dire tous les avantages sociaux, pourquoi en fait, les gens se sont battus en France, bah, là on est en train de les perdre donc en fait, pourquoi, s'attarder ici? Bah, je crois peut-être que je préfère payer ma mutuelle, tous les mois, et partir vivre, je sais pas moi à Dubaï, je sais pas. Non, mais je sais pas. Non, mais je dis n'importe quoi, mais en vrai, finalement, là, de plus en plus, notre pays, il tend à devenir un peu comme les États-Unis et cetera. Donc, en vrai, qu'est-ce qui nous là, même tous les avantages qu'on vend un peu, genre, oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de migrants et cetera. Ils viennent profiter de la sécurité sociale. Mais en fait, moi, je trouve que c'est pointer du doigt un problème qui n'est pas du tout pour, éloigner du vrai problème, en fait. Donc, ouais. C'est quoi le vrai problème? Ah, je ça, bah, déjà, je pense notre gouvernement qui doit ouais, qui est pas actuel du tout et qui tend plus à diviser plutôt qu'à rassembler et puis après, des choses un peu plus, factuelles, bah, comme l'écologie, j'y reviens.
Et puis, ouais, économique aussi, l'inflation et cetera. C'est ça les vrais problèmes, je pense.